Allez, c'est parti pour le dernier numéro de la semaine. Éduc-Soir, votre transe vespérale qui vous donne des informations certifiées. Madame, messieurs, vous nous suivez de partout, vous faites bien, vous aurez droit à votre rubrique Nouvelle citoyenneté avec Gédéon Lousakweno qui va nous parler de l'Exeta 2025 célébration. Quel comportement à éviter dans la rubrique invité du soir? Jean-C Kimbangu, analyste politique, va nous parler du réaménagement du gouvernement Souminois 2, quid des objectifs à signer. On va commencer juste après ces petits jingles. L'éducation est une affaire de tous. L'éducation, c'est la formation d'un homme. Un homme est éduqué quand il est bien formé. La formation et l'instruction, une préoccupation pour le ministère de l'Éducation nationale. Nous allons mettre en place un ensemble d'actions et de mesures pour agir sur la qualité de notre système éducatif. Il faut une qualité assurée. Il aurait fallu que, à chaque année, qu'on fasse une forme de mise à jour de la matière. Il vous faut Éduc TV, première chaîne thématique de l'éducation en Afrique centrale. Allez, Gédéon Lousakweno nous a rejoint. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Paul Giresse, merci. Bonsoir à nos fidèles téléspectateurs. La star Gédéon Lousakweno. Oui, bon, si c'est par prophétie, je dis d'accord. L'ami de... Mais je ne reste... Bon, on a vu sur les réseaux sociaux comment est-ce que le ministre Mouyaya citait votre nom avec enthousiasme, a même essayé de te comparer avec Christian Lousakweno. Il nous s'est demandé, vous êtes de la même famille. Il s'est dit par rapport à la question, la profondeur et la qualité de la question, il s'est dit, bon, Gédéon Lousakweno, Christian Lousakweno, coïncidence des noms ou membres de même famille? Bon, je commence d'abord par féliciter le ministre Mouyaya. Je profite de l'occasion pour sa reconduction justement. Le ministre Mouyaya qui est reconduit au poste de ministre de la communication et médias ainsi que porte-parole du gouvernement. Excellence, félicitations. Et nous pensons que ces nouveaux mandats va justement amener un nouveau vent. C'est vrai que vous faites déjà bien votre travail et vous allez justement améliorer ce qui n'est pas encore bien fait et surtout le cas de certains journalistes ces derniers temps qu'on voit porter disparu ou soit arrêtés. Donc il faut poursuivre cette vision. J'ai même appris que vous avez échoué à l'IFACI, que vous n'avez pas réussi aux élections. Ah oui, c'est ça d'ailleurs la beauté de la démocratie. Je parle de la nouvelle citoyenneté, donc ça fait partie de la citoyenneté au niveau estudiantine bien sûr, en termes d'éducation pour faire comprendre aux étudiants de faire leur choix. Voilà, on a pris acte, on va apprendre de nos erreurs. Comme Mandela disait, on n'échoue pas mais on apprend. D'accord, moi je nous dira plus. Moi je me rappelle à l'époque, c'était je pense en 2016, j'étais le directeur de campagne de Gloria Nkembo, elle était candidate. Il y avait à l'époque Osé Manzanza comme candidat, Patrick Mangoma comme candidat et Gloria avait remporté les élections. C'était là, je pense, la première femme à avoir dirigé l'IFACIC à l'époque. Après les élections, elle m'avait nommé directeur de cabinet. On a créé le gouvernement. Vous avez l'expérience. On a nommé les petits patients Tchabala qui parlaient beaucoup. Là, patients Tchabala. Il était ministre. Il était ministre de sport, vice-ministre de sport à l'époque. C'est déjà l'expérience dont je pense que Soumino, si on aura Soumino à 3, peut-être. Jean-C Kimbangu à l'époque refusait, enfin. Il était si on aura Soumino à 3. Dans les études. Mais ce sont des expériences comme ça qui permettent justement à l'être humain de se former et de se forger aussi par rapport aux responsabilités futures. Qui sait si demain vous allez être un vrai directeur de cabinet du président de la République dans le futur. Du prochain président de la République. Oui, c'est encore possible. Merci pour la profession. On parle de nouvelle citoyenneté avec vous, Gédéon Lousakweno, célébration Exeta 2025. Quel comportement à éviter? On vous écoute. Exactement, Paul Jules Lumbu.
il y a certains comportements que nos finalistes s'abusent parfois à commettre sans savoir que ces comportements peuvent se traduire en infraction. Okay. Et voilà pourquoi il fallait infraction. En infraction, bien sûr. Donc, certains comportements des finalistes pendant cette période de célébration des examens d'État peuvent se traduire en infraction. Et attention, vous êtes finaliste, vous célébrez, mais peut-être vous pouvez vous retrouver derrière un petit cachot, ça va gâcher la fête. Alors, vous allez voir d'ailleurs des illustrations de certaines célébrations. Il y a tel qu'une célébration, et je peux parler justement de l'ivresse publique. Le comportement, il y a certains finalistes qui se livrent carrément en public avec un état d'ivresse. Okay. Il a beaucoup bu parce que c'est la fête, je veux boire, je veux boire. Et c'est très très dangereux. Pourquoi? Parce que l'état de d'ébriété manifeste dans un lieu public, je dirais souvent, source de troubles d'abord à l'ordre public. Okay. Et il y a même des textes juridiques qui encadrent des pénalités, notamment le Code pénal livre 2, dans son article 79, punit l'ivresse publique accompagnée de troubles ou désordres, avec comme sanction une amende. Voilà. Et ces genres de personnes ne savent pas qu'ils peuvent payer une amende ou une peine de servitude pénale allant jusqu'à une année. Ok. Jusqu'à une année, seulement parce que vous êtes livré, vous êtes en état d'ivresse en public. En public. Donc on peut vous arrêter. Oui, on peut vous arrêter, vous payer une amende aussi. Et vous donner une peine allant même jusqu'à une année. Ok. Conformément justement au Code pénal livre 2, dans son article 79. À part cela, il y a des tapages nocturnes. Surtout ça. Tapage nocturne. Vous voyez d'ailleurs en illustration comment les gens ils sont agités. Oui, c'est bien, c'est un moment de célébration, mais il y a des comportements qu'il faut éviter. Éviter de faire des tapages plutôt nocturnes, parce que ce n'est pas tout le monde qui a forcément besoin de savoir que vous avez réussi, ou soit déranger la quiétude des autres. Même s'il faut se réjouir, ça doit se faire je me permets de le dire, dans la norme. Exactement. En famille. Hier, ma petite sœur Bénédicte a réussi avec son 5%. Ah, félicitations. On a fait en famille, on a glorifié Dieu en famille, et puis voilà. Par exemple, c'est ça, c'est que les autres aussi peuvent faire. Quand on parle de tapage nocturne, on voit des bruits excessifs, la musique, des propagandes avec des motards, c'est des pétards, tout ça. Il faudrait éviter parce que ça trouble les repos et la quiétude d'autres citoyens qui sont habitués à être calmes. Ça aussi, c'est encadré avec le Code pénal, toujours dans son article 77. Vous allez trouver même avec des amendes. Nul n'est censé ignorer la loi. Ça aussi, c'est d'ailleurs mentionné dans les textes. Et il y a une amende ou une arrestation allant jusqu'à 7 jours seulement parce que vous avez commis cette infraction. 7 jours, dans nos cachots ici, c'est compliqué. Voilà pourquoi un finaliste, c'est traumatisant. Vous venez à peine d'avoir votre diplôme, voilà, et puis vous célébrez. À cause d'une bourde pareille, vous vous retrouvez derrière un cachot passant 7 jours, voire même 5. Donc c'est très compliqué. Il faudrait l'éviter. Troisièmement, il y a la bagarre. Attention, ne prenez pas les risques de vous battre pendant cette période au nom de quoi, voilà, je célèbre, je suis dans l'ambiance et vous créez, comme on a vu dans la commune de Kinshasa, quelqu'un m'a rapporté, il y a un camp contre un autre camp, ils se sont livrés dans des bagarres dans la place publique. C'est interdit par les textes. Pourquoi? Parce qu'il y a également les textes juridiques, notamment le Code pénal dans son article 16 et 18 qui interdit cela. Il y a plusieurs sanctions qui varient selon la gravité. Aussi le coup. Il y a d'ailleurs l'infraction de coups et blessures volontaires. Donc, selon la gravité, si quelqu'un... Ou bêtier dans le sens que quelqu'un vraiment se sent dans un état où il peut même mourir. Donc, plus la gravité de l'action est constatée, plus votre sanction aussi risque d'aller plus loin. J'ai donné le Sakoué alors pour ses parents. Parce que moi, j'ai vu hier, parce que moi, je suis à Brikine, j'ai vu hier, je pense à Pompage, j'ai vu des parents avec des enfants crier, se promener à moitié habillés. C'était compliqué. Je me dis, Ezaka diplôme d'État, il y a quelque chose derrière. Est-ce que vous savez, à Kinshasa, les gens cherchent à se cramponner sur des événements pour aller au-delà. Et puis le coup, on a aussi en profité pour s'aimer la terreur. Voilà,
pouvez-vous adresser à ses parents pendant, parce que les publications continuent? Voilà. Les parents doivent faire quoi pendant ces moments de publication? Les parents doivent veiller à l'éducation de leurs enfants, même pendant cette période de publication. Très bien. Parce qu'il faudrait savoir que, d'ailleurs, pour ceux qui lisent la Bible, historiquement, d'ailleurs, la Bible parle, il s'est passé un moment où, pendant des fêtes, c'est le moment où on a arrêté Jésus, c'est le moment... Voilà. Donc, c'est même le moment où on a coupé l'oreille, je crois, de Pierre, hein. Hein, Paul Gérès, on m'avait dit que... Tu as relaté des histoires en même temps. Bon, du moins, c'était pendant la période de fête. Les téléspectateurs comprennent que je ne suis pas peut-être fort à la Bible. On a coupé l'oreille de Pierre pendant la fête. C'était pas pendant la fête. Non, pendant l'arrestation de Jésus. Oui. Là les militaires ont coupé l'oreille de Pierre. Là, ça, c'est autre chose, mais continuez. Mais voilà, même Jean-Baptiste a été coupé soit dans la tête, historiquement parlant, pendant la fête. Donc, pendant les fêtes, il y a quand même des moments comme ça, il faudrait maîtriser, savoir discuter avec l'enfant, communiquer avec l'enfant, lui dire que, voilà, ce n'est pas un problème de fêter, mais il faut fêter avec modération. C'est-à-dire, vous pouvez même mettre le timing à votre enfant, lui dire, bon, vous sortez de 7h, à 17h, vous êtes à la maison, soit à 18h. Allez célébrer avec les amis. Ne faites pas comme la vidéo qu'on a vue sur les réseaux sociaux. On interdit carrément aux amis d'entrer. Ça, vous pouvez rendre aussi triste votre enfant qui vient de parcourir quand même une période, quand même, il faudrait féliciter avec tout le stress qu'il faut. Vous savez, à Kinshasa, quand vous étudiez, et parfois les embouteillages et tout ça, il est en 6e, c'est normal qu'il célèbre. Mais attention, restez parents, c'est-à-dire éduquer l'enfant même pendant des périodes de célébration pour qu'il ne puisse pas se livrer dans des actes ou des comportements que nous décrions ici qui peuvent être considérés comme des infractions. Vous chutez par cette question pour ceux-là qui ont échoué. Quel message pourriez-vous leur adresser? À ceux qui ont échoué, courage à vous, ne baissez pas le bras. Moi, j'ai échoué aux élections, mais je vais encore revenir l'année prochaine. Et puis voilà, la vie ne s'arrête pas là. Vous avez encore l'âge, vous avez des opportunités. Continuez à vous préparer. Et l'avantage d'ailleurs qu'on a eu cette année que le ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté a publié les résultats très rapidement pour vous permettre de vous réinscrire au cas où vous avez échoué et tenter, pourquoi pas, à redonner espoir à votre parcours scolaire. Donc c'est très important. Je rappelle que Paul Gérès, je n'ai dit que la liste est un peu exhaustive, mais je n'ai donné que quelques comportements. Il y a des vols qu'il faut éviter, il y a les harcèlements pendant cette période, des tapages. Donc il y en a plusieurs. Je crois que dans d'autres éditions, nous y reviendrons. Les publications vont continuer. On va en parler encore le lundi. Je donne ce qu'on nous merci beaucoup. Bon début de week-end à vous. Mais merci pareillement. Vous allez passer votre week-end où? Je serai avec ma conseillère. Merci beaucoup. Néma Faïda. Merci. C'est quoi le nom? Néma Faïda. Ah, Madame Néma Faïda, on vous salue. Bon, elle est une très bonne conseillère. Bon début de week-end à vous. Oui. Je dois se voir le lundi prochain. Déjà, oui. Merci beaucoup. Voilà, avant de prendre l'invité du soir, on prend le flash info de Jaël Kambaji. Heureuse de vous retrouver pour ces minutes d'information. Mesdames et messieurs, bienvenue. À l'éducation nationale, la ministre Raissa Malou poursuivra sa mission dans ces secteurs. Dans un tweet, elle a exprimé sa profonde gratitude au président Félix-Antoine Tshisekedi pour la confiance renouvelée et à la première ministre Judith Suminwa Tuluka. Publication de l'ex-État dans le district de Lukunga. L'ambiance était au rendez-vous. Les habitants de cette partie de la capitale ont manifesté leur satisfaction. Au Katanga, précisément à Poeto, que s'est ouvert les assises de la revue annuelle des performances provinciales lancée par le représentant du gouverneur de cette province.
Et puis en sport, la République démocratique du Congo s'y relance au championnat d'Afrique de Nations. Les Léopards ont battu les Chipolopolo Boys de la Zambie lors de la deuxième journée de cette compétition, grâce aux buts signés Matobo et Mwaku. Voilà quelques titres retenus de ces minutes d'information. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Voilà, on parle publication du gouvernement souminois. Publication, réaménagement, tout dépend de vous. Tout dépend de vous. On en parle avec Jancy Kimbangu Siwabanza, analyste politique, expert en communication. Il est ici avec nous, écrivain, voilà, l'homme orchestre, l'homme à plusieurs casquettes. Jancy Kimbangu, bonsoir et bienvenue. Merci Jérès Lemou, merci pour l'invitation, merci à tous les téléspectateurs qui sont en train de nous suivre partout dans le monde, parce que c'est la plus grande production, comme vous l'avez toujours dit. J'ai le réel plaisir de partager ce plateau avec vous et surtout de parler République démocratique du Congo. Je sais que c'est toujours un bonheur de vous avoir sur les plateaux parce que j'aime les retombées de votre passage, les gens qui réagissent, les gens qui apprennent. C'est toujours intéressant. On commence déjà notre entretien. Okay. Hier, vers 1h du matin, le gouvernement souminois a subi un réaménagement. Il y a eu ceux-là qui ont été maintenus, comme Raissa Malou-Dinanga et d'autres ministres. Il y a eu 6 nouveaux ministres qui ont rejoint la barque. En regardant cette sélection faite par le chef de l'État, et tant qu'analyste politique, expert en communication, coach, qu'est-ce qui vous vient en esprit directement quand vous voyez cette présentation du gouvernement souminois 2? Merci beaucoup, Jérès. Je peux d'abord commencer par dire merci au chef de l'État, parce que pour une fois de plus, il a... je sais pas, il a rejoint ma réflexion de tout le temps. J'ai toujours dit, il ne faut pas que le gouvernement soit tout le temps changé. Parce que nous, en coaching, on dit, il ne faut pas changer d'objectif, il faut réadapter les stratégies, les approches. Quand il faut déjà parler des objectifs de ce gouvernement, je me rends compte qu'après une année, on a senti que les lignes ont bougé avec le gouvernement dirigé par Madame la Première ministre souminois. Et pour moi, je me disais pourquoi, juste après une année, il faut changer la quasi-totalité ou une grande partie du gouvernement. Je me disais il faudrait que le gouvernement soit maintenu, si ça ne dépendait que de moi, soit maintenu parce que la RDC a beaucoup de défis, beaucoup de choses. J'aime toujours dire que c'est un grand chantier. Ouais. Il ne faudrait pas qu'aujourd'hui nous avons un tel technicien, même sur le plan psychologique, changer les visages, changer les têtes qui réfléchissent. Nous sommes en train de vivre un éternel recommencement. Oui. Lorsqu'on nomme Giresse ici, et que Giresse n'accomplit pas tout ce qu'il avait comme réforme, tout ce qu'il avait dans sa tête, sur base de poids politique, de pression, de gauche à droite, vous enlevez quelqu'un qui avait une vision inachevée pour mettre une autre personne qui sera quand cette personne arrive, il a une autre façon de faire. Il peut peut-être garder les mêmes objectifs généraux, oui, les mêmes objectifs généraux du gouvernement, mais avec une autre tactique. Et cette tactique-là ne va pas permettre à la vision implémentée par celui qui était là de continuer. Il viendra carrément avec
ces gens, ces personnes, ils changent le cabinet. Les dossiers pendant ne sont pas comment la sûreté de la continuité n'est pas vraiment mise en œuvre. Mais pourquoi ça doit être le cas? Quand on vous nomme, vous faites d'abord le suivi des dossiers que vous avez trouvés sur la table. Vous prenez tout, vous mettez de côté directement. Moi, je pense que le chef de l'État a compris qu'il faudrait maintenir 80% de l'équipe. Et peut-être le... Voilà. Il y a des figures comme de ministres qui ont été permutés. Ça aussi, ce n'est pas vraiment un grand changement parce que si vous remarquez, vous verrez que les ministres qui sont permutés, ils sont pratiquement dans le même secteur. On en parle, j'en sais qui on parle de Grégoire Moutchaï Moutombo. Il était ministre de l'Agriculture. C'est parmi les ministres qui ont été permutés. Oui, on a vu. Le ministre Moïse Nozang était au développement rural et lui, il était à l'agriculture. On les a permutés. On a vu ce que Grégoire Moutombo a fait en étant ministre de l'Agriculture. Oui, j'ai toujours dit. Développement durable. Le développement durable, avant de répondre... Est-ce que ça va me permettre d'être efficace? C'est un technicien, c'est quelqu'un qui est sur terrain. J'aime le dire à haute voix que c'est parmi les ministres qui m'ont épaté, parmi les ministres, parce qu'il est tout le temps sur terrain, il est il a une politique de proximité avec la population. Le développement rural, c'est... justement, ces secteurs qui consistent à améliorer les conditions de vie dans les zones rurales, les zones reculées, non seulement améliorer, mais aussi mettre en place des stratégies qui vont permettre à renforcer la sécurité environnementale de cette population. Non seulement à renforcer la sécurité environnementale, il y a aussi le plan économique qui entre en jeu. Or, le ministre Grégoire Moutchaï Moutombo, il a déjà commencé à faire ces réformes-là au niveau de l'agriculture. C'est de ça que j'allais parler. Il a commencé, oui. Mais il faut savoir que l'agriculture et le développement rural ont toujours marché ensemble. Mais pourquoi pas, parce que vous verrez, pourquoi pas le laisser? Vous verrez. S'il vous plaît. Vous parlez tellement bien. Okay. Pourquoi pas le laisser? Là où il était, il faisait déjà bien les choses. Ça allait déjà bien. On a même vu l'activité qu'il a organisée. Je l'ai couvert, c'était à l'échangeur de l'Imété. Ouais, le lancement de la campagne agricole de l'année passée. Ouais. C'est pratiquement dans toutes les provinces. On a vu des engins, on a vu la détermination, l'enthousiasme. On voit que c'était un bon choix. Un technicien qui faisait excellemment bien son travail. Mais pourquoi le déplacer? Celui qui a pris sa place, est-ce qu'il aura le même mental pour continuer? Là où il est maintenant là. Je pense il aura le même dynamisme. Je veux répondre en deux phases. Okay. La première phase, c'est le chef de l'État qui connaît ses pions. Il sait que je peux prendre tel joueur, tel élément, le mettre dans un autre rôle. Okay. Et il va donner ce que j'attends de lui. Très bien. C'est comme, moi je n'aime pas parler des individus, j'aime parler en se servant de l'approche systémique. Dans un système, on ne parle pas des éléments isolés. Il faut parler des éléments en interaction, voilà, pour produire un résultat. Les éléments entrelacés. Voilà. Or, si vous remarquez, le développement rural, comme je l'ai dit, vous m'avez coupé, le développement rural et l'agriculture ont toujours travaillé ensemble. Même la campagne agricole que vous avez appréciée, tout ça, il y avait un comité mixte qui réunissait le ministre d'État en charge de l'agriculture et le ministre d'État en charge... Mais pourquoi pas faire de ces deux ministères un seul ministère? Non, mais c'est un travail. Non, c'est un travail énorme. Grégoire Moutchaï Moutombo diriger les deux ministères. Non. Le Congo est grand. Le Congo a beaucoup de
de tête, a beaucoup d'intelligence. Il ne faudrait pas privatiser et donner seulement à une seule personne. Mais ça dépend des résultats sur le terrain. Non, le chef de l'État pense qu'il peut mieux faire au développement rural. On l'a envoyé là-bas. Je sais que c'est un ministre qui aime le terrain, qui aime le résultat. Il va donner le meilleur de lui et nous lui souhaitons un fructueux mandat et qu'il continue à faire ce qu'il a toujours fait. Et je pense que le ministre Moïse Nozangi, pour avoir aussi participé dans l'élaboration des réformes qui ont eu lieu au ministère de l'Agriculture, je pense qu'il va continuer dans cet élan parce qu'ils ont toujours travaillé ensemble. Et pour ne pas parler seulement de deux, ils sont nombreux qui font bien le travail et on les a reconduits parce que le plus important, c'est ce que nous appelons les objectifs du chef de l'État. J'en sais qu'on en parle maintenant. Gouvernement soumis à 2, quels sont les objectifs assignés? Parce qu'il faut savoir que nous combattons sur 2 fronts. Le front social et le front sécuritaire. Les nouveaux ministres vont aller sur cette même lancée où il y a d'autres objectifs que la population ignore. Bon, analyste politique. Moi, je pense qu'on ne va pas changer d'objectif parce que les objectifs du chef de l'État pour tout le quinquennat ne peut pas être modifié. C'est déjà un programme un programme ambitieux. Il a parlé de création d'emplois, il parle de renforcement de la sécurité des populations, il parle de la stabilisation de taux d'échange, il parle de l'amélioration de qualité de services publics. Voilà pourquoi il a reconduit encore une fois de plus le ministre de la fonction publique, ministre Liaou, parce qu'il croit encore en ces réformes qui sont en train d'être... Parce que vous n'allez pas me contredire, c'est parmi des ministres qui ont aussi redoré les blasons ternis de ces ministères-là, parce que qui pouvait penser ou parler de ces ministères avec autant de respect aujourd'hui? C'est le ministre, le VPM Liaou qui a donné le meilleur de lui. Il y a un tas de choses qui entrent en jeu pour que la vision du chef de l'État, ces 6 piliers qu'il avait parlé lors de son 2e mandat, soient implémentés. Parce que le gouvernement, pour moi, j'ai toujours dit, c'est comme un bras d'exécution de la vision du chef de l'État. C'est vrai que c'est le pouvoir exécutif, mais c'est vraiment ce côté-là qui vise à mettre en place ce qui est idéal, ce qui est encore abstrait, que nous, la population, nous puissions le vivre. Je sais qu'il m'a... Alors, quand on parle des objectifs, je ne vois pas d'autres objectifs qui viennent se coller à ces gouvernements. Déjà, vous avez parlé de réaménagement. Donc, ce n'est pas un nouveau gouvernement. Et les objectifs ne sont pas changés. Mais peut-être, je pense qu'il y aura d'autres méthodologies qui vont changer. Parce qu'il y a eu de permutations, il y a eu de nouveaux déjà, on parle de nouvelles entrées. De nouvelles personnes que le chef a nommées. On voit M. Mouzito, ministère du budget. On voit la prophétesse ici, Amy Coutinho, à la jeunesse. Okay. Mais pourquoi vous rigolez? Non, apparemment vous avez un problème avec la ministre que je salue en passant. Amy Coutinho. Même pas. C'est notre ministre. Ok. Vous êtes jeune, c'est notre ministre. C'est notre ministre. Okay. Parce que nous sommes très disponibles à travailler avec elle. Ok. Josie Kimbangu, on peut dire que le chef de l'État a un penchant vers les églises de réveil, parce que dans son cabinet, c'est le pasteur. Le chargé des missions, c'est le pasteur. Ministre de la jeunesse, c'est le pasteur. Okay.
le président a un penchant vers les églises de réveil. Je ne sais Ou pas. le président extériorise son côté chrétien. Je ne veux pas tomber dans ce que les scientifiques appellent l'ultra-crépidarianisme. Ça veut dire C'est-à-dire, je donne l'impression de tout connaître, de tout savoir. Mais par rapport à ce que vous avez dit, je peux faire une approche pour essayer de comprendre de ma manière. Je ne connais pas les secrets du chef de l'État. Tout ce que je peux retenir est que le chef connaît la place de Dieu dans sa vie et dans ce qu'il fait. Vous n'allez pas me contredire, lors de son premier mandat, il a dédié le pays entre les mains de Dieu. Il n'avait pas de directeur de cabinet, de pasteur ou tout ça. Donc, aujourd'hui, si il donne ces penchants-là, pour moi, ce n'est pas déjà, c'est pas une sorte de crime. Donc, il faudrait concéder. Mais, il faudrait savoir que toutes ces personnes que le chef de l'État met autour de lui, enlever le côté chrétien, ce sont des bosseurs, ce sont des têtes. Je n'en disconviens pas. Ils sont intelligents. Et puis, ils ne sont pas des Ougandais, ils ne sont pas de Français, ils ne sont pas, je ne sais pas moi quoi, ce sont des Congolais, comme vous. Aujourd'hui, si on me dit que Giresse travaille maintenant à la présidence, je ne vais pas contredire parce que je sais de quoi vous êtes capable. Je ne dirais pas seulement que parce que Giresse prêche quelque part ou il fait ceci, il fait cela à l'église, que le chef ne prend que dans les églises. Ça aussi, c'est un élément qu'il faut voir. Mais aussi, pour chuter par rapport à cette question, je dirais, en principe, oui, les bons dirigeants doivent sortir des églises. En principe. En principe. Parce que quand vous lisez la Bible, vous verrez que le roi puisait toujours dans le serviteur de Dieu. Vous verrez Daniel qui était un fervent serviteur de Dieu, mais très brillant aussi, très intelligent. Vous verrez Joseph et tous ces mondes-là, des Néhémie, qui ont travaillé dans la cour royale, mais ce n'était pas parce qu'ils donnaient seulement des prophéties, mais c'est parce qu'ils avaient des têtes, parce qu'ils étaient intelligents. En réalité, l'Église doit comprendre que c'est le temps de former, non seulement de prêcher le royaume de Dieu aux fidèles, mais de former les fidèles à leur dire qu'il faudrait mettre les études en avant-plan, faire des recherches, penser un jour diriger le pays, parce que nous sommes, je suis chrétien, je ne cache pas, nous sommes ce qu'on la Bible appelle le sel. Sel de la terre, lumière du monde. Nous devons donner de la lumière. Nous ne devons pas attendre que les autres que nous critiquons, nous disons que ce sont des païens, des ceci, nous diriger. Alors que si on nous donne des occasions, comme le chef de l'État est en train de donner des occasions aux chrétiens, c'est de sortir nos potentialités, de sortir ce que nous connaissons pour faire mieux, afin que la population sache que non, bon, c'est pas pour en vain et le chef donne du crédit aux hommes des églises. Je sais Kimbangwe pour ceux qui pensent que le gouvernement, la monture est beaucoup trop... Il y a eu d'autres ministères qu'on pouvait carrément mettre de côté, peut-être qu'on pouvait entrelacer, mélanger. Le nombre est exorbitant. Il y a eu vraiment des attachements. Même j'ai vu ministre délégué rattaché à. D'autant plus qu'il y a déjà un ministre. Il y a un vice-ministre. Pourquoi encore un ministre délégué attaché à? C'est de trop. Avant de répondre à cette question, je vais poser la question, s'il m'est permis. Vous êtes responsable à la maison. Il y a des tâches que vous pouvez vous-même faire. Pourquoi vous avez toujours besoin d'avoir une bonne, d'avoir une femme, d'avoir peut-être la bonne est là, mais vous faites appel à une sœur. Déjà au niveau de la maison, ça veut dire que les tâches qu'on peut dire, c'est faisable. Vous voulez détacher pour donner. C'est pas parce que vous avez beaucoup d'argent, c'est parce que vous avez besoin de la rapidité, vous avez besoin de la promptitude, vous avez besoin de l'efficacité dans ce que vous faites. Alors, lorsqu'il s'agit du pays, le Grand Congo, avec 26 provinces,
avec tout ce que nous avons là, tout ce problème-là, dire qu'un seul ministre peut combiner 3, 4, 5 attributions, moi, en tout cas, je ne m'inscris pas dans cette logique-là parce que ça serait alourdir l'appareil. Ça serait de report en report. Les dossiers, je donne un exemple pour être pragmatique. Un ministre sectoriel, je donne un exemple, on peut choisir un ministère comme le ministère de la Justice. Oui. Le seul ministre là, le seul ministère de la Justice est obligé de résoudre les différents contentieux, traiter les dossiers et tout ça. Oui, vous lui ajoutez encore. C'est ça, vous lui ajoutez encore un autre ministère. Parce que vous voulez réduire l'effectif, vous prenez par exemple les affaires étrangères. Vous lui ajoutez. Vous et moi savons que ce sont les secrétaires généraux qui font du grand travail. Mais c'est ce que je dis. Les visages. Il y a le travail. Sont du côté politique. Il y a le travail administratif. Il y a le travail administratif et il y a le travail politique. Voilà. Mais il faudrait savoir aussi que le pays est grand et vaste. Aller toujours dans cette logique, non, il faut réduire le ministre à 20, à 10, c'est pas ça le problème. Le plus grand problème, c'est que nous avons des objectifs et chacun de ces ministres-là, chacun de ces composantes doit jouer sa partition pour qu'on arrive à atteindre ces objectifs. La population n'a pas besoin de savoir vous êtes combien, vous êtes 40, vous êtes 50. Il y a d'ailleurs d'autres ministres que la population ne connaît pas. On lui dit tel est ministre, il dit ah, lui aussi. C'est ça le problème. Voilà. Donc, la population n'a pas besoin de nom, en réalité. Ça aussi, c'est un travail que nous, les professionnels de médias, nous devons en faire. Nous avons besoin de profils de ces personnes. Quand vous avez parlé de M. Liaou, c'est parce que son travail est très bien fait. Même la Bible le dit. Sa renommée s'est accrue à cause de l'accomplissement de ses promesses. Exactement. Quand le travail est bien fait, on va vous connaître. On connaît Liaou, on connaît Moïno. Mais est-ce qu'il a fait l'apologie de son nom? Ou il a fait l'apologie du travail. Mais quand le travail est bien fait, ça exactement. Ça la renommée. Moi, maintenant, ce que je suis en train de dire, pour rester dans votre question, là, réduire le gouvernement, tout ça, je dis le plus important. Une grande partie de notre budget national, au lieu d'aider les pays, ça paye les fonctionnaires, en fait. Si on réduisait le nombre, cet argent va aider à autre chose. En théorie des organisations, on parle de ces approches-là. Les approches économiques, les approches... Tout ça, je pense que la première ministre sait combien les objectifs pèsent sur elle. Les bavures, les incompétences de tel ou tel ministre ne vont pas directement, c'est vrai, on va parler de ces ministres-là, mais vont tomber directement sur ses épaules. Oui. Alors, déjà, tel que je la connais, je sens venir ces réformes, ces réductions-là, pour qu'elle puisse atteindre les objectifs lui sont assignés par le chef de l'État. Alors, c'est pour ça que je dis, ne faisons pas l'apologie des personnages ou des personnalités, des figures de ceux qui composent le gouvernement, mais parlons plutôt du travail que chaque ministre doit faire. Mais on parle du travail qui sera fait par le ministre, et donc c'est plus normal qu'on cite leur nom. Oui, on peut citer le nom, mais moi je ne veux pas que ça soit... On a parlé de Grégoire Mouché, Mouton. Non, mais c'est parce qu'il a amené beaucoup de réformes. On a parlé de son travail avant de citer même son nom. C'est pour ça que vous avez même dit que nous avons besoin qu'on fusionne, qu'on lui donne... Non, moi je t'ai dit, le Congo est grand, le Congo est vaste. Nous devons privilégier les profils des personnes, les qualités, les talents de chaque animateur. En tant que Congolais, quand vous regardez ces gouvernements, quelles sont vos attentes? Vous attendez quoi
précisément de ce gouvernement? Je veux leur dire, moi je peux dire que ce gouvernement soit plus pragmatique. Hein, il y a quelqu'un qui a essayé de réfléchir en humoriste. Il dit nos dirigeants prennent que de mesures, je ne sais pas, ils sont devenus des tailleurs, tout ça, des chemises, tout ça, ils ne prennent que de mesures. Mais moi, je pense que ces réformes qu'ils ont déjà entreprises lors de Souminoa 1, que Souminoa 2 vienne concrétiser, très bien, ajouter la touche palpable, en fait. Voilà. Nous devons vivre l'agriculture, nous voulons vivre le développement rural, nous voulons vivre, je sais pas moi, la justice le chef qui se plaît que la justice est malade. Nous devons voir les actions concrètes. Les réformes, moi j'ai essayé de parcourir les différentes réformes, je sens que les réformes sont bonnes. Il y a des réformes audacieuses, ambitieuses, mais si nous restons dans l'approche des bons textes sans mettre en place des guerriers qui vont exécuter ces textes-là, qui sont bien rédigés par des professeurs, des directeurs de cabinet. J'ai entendu parler ici, vous fîtes directeur de cabinet à l'université. Donc, pour moi, je pense que, comme tout Congolais, ce n'est pas seulement nous qui passons à la télé, nous attendons les réalisations. Le peuple en a marre de chaque fois entendre oui, il y a eu des mesures, on a signé des ceci, on a fait des accords, il y a des protocoles. Non, quittons ce stade-là, amenons des résultats. Si nous avons une approche axée aux résultats, la population là, a la capacité de vous acclamer et de vous porter, même quand ça sera chaud ou vous aurez des combats politiques à gauche, à droite, vous verrez cette population-là sans qu'on leur donne de l'argent, sans qu'on les instrumentalise. Ils sortiront, ils vont vous défendre. Et quand ils vous défendent comme ça, ils défendent le chef de l'État. Il y a des ministres je pense qu'il y a certains qui réfléchissent que sur leur ventre, leur poche. Sachez que ces mandats, le peuple sera très regardant. Si vous faites très mal le travail, ça veut dire que vous êtes en train de trahir la confiance du chef de l'État et vous allez soulever la population contre le chef de l'État. Donc vous êtes un de bras. J'espère que vous n'incitez pas la population à se soulever. Non, parce que ces populations-là attendent du chef de l'État. Ils savent que le chef d'État a la volonté. Déjà, quand il vous confie encore de nouvelles charges, malgré ce qui s'est dit, parce qu'il y a certains ministres, pour ne pas citer de noms, qui n'ont pratiquement pas fait des grandes choses, mais le chef pense que les réformes que vous lui avez apportées, il croit encore en vous, il vous donne une seconde chance. Alors, amenez-nous à des résultats concrets. Jean-C Kimbangu, au niveau de l'éducation nationale de la citoyenneté, Raissa Malou Dinanga a été encore une fois reconduit. Okay. Est-ce qu'on peut dire c'est parce qu'elle a initié de projets éloquents, entre autres la publication des résultats des épreuves certificatives de l'examen d'État qui fait jaser? Moi, je me dis c'est un exploit. Okay. Mais pourquoi ça énerve? Vous aussi, ça vous énerve que les résultats soient connus 3 jours après? Je vais d'abord présenter mes félicitations à la ministre d'État, parce que j'ai toujours cru qu'elle ferait la différence. Et on a vu en un an qu'est-ce qu'elle a pu amener à la tête de ces ministères. Je pense que la publication des examens d'État rapidement, c'est pas ça le problème. La ministre réfléchit sur comment ces élèves qui échouent aux épreuves des examens d'État,
doivent préparer la rentrée scolaire. Très bien, très bien. Si vous attendez, vous faites traîner la publication pour rien du tout, pour des choses que l'État peut s'organiser, mettre un système en place, corriger rapidement des copies et puis lancer. C'était vraiment quelque chose qui ne devait pas traîner. Alors, elle nous a démontré que ça peut se passer en 2-3 jours et vous avez des résultats. Ça permet à ceux qui n'ont pas réussi de se préparer pour la prochaine rentrée scolaire avec une psychologie pas... Imaginez-vous que les examens d'État, on publie à 10 jours de la rentrée scolaire. Vous serez stressé. Cet enfant-là qui est psychologiquement dérangé, comment il va rentrer? C'est comme ça. À notre époque, on voyait ceux on les appelait quoi? Des bisseurs. Ouais. Quand il revient, vous sentez qu'il a repris l'année. Il n'a pas le cœur, il ne vient presque pas, et tout ça, parce qu'il est encore sous le choc. Or, il faut laisser le temps à cet élève-là de digérer cet échec, de savoir que c'est la vie, ça peut arriver, et tu dois retrousser les manches et continuer. Mais pourquoi cette mesure dérange certaines personnes? Bon, parce que, vous savez, quand il y a prolongation de la période de correction, il y a beaucoup de choses qui se passent. Okay. Nous savons que, pour ne pas citer, je n'ai pas beaucoup de preuves, mais on a entendu parler des corruptions qui entrent en jeu parce que plus les temps se prolongent, plus il y a des combines qui se font. Donc ce sont les mafieux qui se plaignent. Alors ces réseaux-là ne seront pas à l'aise quand la ministre vient démanteler ces réseaux et puis engager des réformes ambitieuses. Certainement, bon, moi je l'encourage qu'elle continue comme ça, parce qu'elle ne sera pas plébiscitée par tout le monde. Elle doit continuer et prendre ce courage d'aller jusqu'au bout. J'ai suivi aussi les dossiers de filles enceintes qui doivent... Mais pourquoi on doit arrêter le rêve d'une fille? On en parle. Vous aussi, cette réforme-là aussi, ça ne vous dérange pas? Moi, ça ne me dérange pas. Peut-être que j'ai des contributions à insérer, peut-être pour enrichir. On vous écoute, une minute. Pour enrichir, on ne peut pas mettre à côté... La ministre nous suit régulièrement. Voilà. On ne peut pas mettre à côté ces filles-là, sous prétexte de préserver la psychologie collective des autres enfants. Oui, vous allez sécuriser tous les autres enfants pour ne pas encourager le rapport sexuel avant le mariage, avant l'âge. Mais est-ce que vous savez combien des filles qui ont été engrossées, qui sont tombées enceintes, et qui sont revenus à l'école? Elles sont très peu. Généralement, ces filles-là, vous les laissez comme ça. Les parents aussi contribuent à cette détérioration. Ils mettent les filles en dehors de la maison. On la laisse chez le gamin qui aurait commis ces bêtises. Et la fille prend plaisir de rester avec un homme. Et quand elle va accoucher, les parents pensent que c'est maintenant le temps de récupérer l'enfant, de la ramener à la maison, mais l'enfant ne reste plus la même. Elle devient une femme, voilà. Elle devient une mère. Elle a pris le goût, elle a pris sa psychologie sa psychologie se transforme. Et vous prenez la même personne, vous la remettez à l'école, elle n'est plus la même fille que vous avez l'autre fois payé des frais scolaires. Vous lui donnez de l'argent, elle peut faire autre chose, peut-être donner aussi à son métier là. Donc, ce n'est pas une bonne chose. Moi, j'encourage la ministre de continuer, mais surtout, créer maintenant un cadre pour ces filles-là. Okay. Parce qu'il ne faut pas les laisser impunis. Peut-être créer des écoles qui accueillent ces filles-là entre eux et avec des psychologues qui le suivent
Merci Voilà. beaucoup. J'en sais Kimba, on va trouver encore du temps pour parler de ces deux sujets. Je sens que vous avez de la matière. Merci j'en sais Kimbangu. Merci pour votre disponibilité. C'est moi qui vous remercie. Et voilà, des bonnes choses à vous. Voilà, madame, monsieur, votre tranche vespérale Éduc-Soir touche à sa fin. J'ai dit un grand merci à la grande équipe qui nous a aidés. Tati Sieli, l'homme qui a géré 4 caméras. Tati Sieli, merci beaucoup. Voilà, assistant Ben, merci beaucoup. Dorcas Mukenga, merci beaucoup. Kavoul, merci beaucoup. Je souhaite une heureuse fête d'anniversaire à monsieur Joseph Litois depuis Afrique du Sud. Que cette nouvelle année vous apporte beaucoup de bonnes choses et que Dieu vous bénisse abondamment. Une seule demande au gouvernement souminois de travailler pour le bonheur de la population. Comme l'a dit, j'en sais Kimbangu, nous allons vous applaudir. Au revoir et bon début de week-end.